Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. L'Italie est en quart de finale contre l'Allemagne après sa magnifique victoire 2-0 contre l'Espagne. Un but de Chiellini à la 33e minute suite à un coup franc d'Eder repoussé par Derea et un but de Pelle sur une belle passe de Darmian. Pour célébrer cette formidable performance, j'accueille Emilia, Superio et Tom. Salut à vous. Salut. On va tous finir par émiller, oui j'invente le verbe, car personne à part lui n'y croyait, donc Emilia, c'est à toi que revient le premier mot, cette première analyse, as-tu vibré ? Alors je vous reçois pour mes prévisions voyance tous les mardis soirs, mais uniquement sur rendez-vous. Bah évidemment j'ai sauté partout, j'ai crié, voilà, c'est la fête à la maison évidemment, on vient de sortir, vous imaginez là, on vient de sortir les doubles champions d'Europe. Que dire après un match pareil C'est, je lisais un truc sur Twitter sympa à la mi-temps, c'était un but du tibia sur un troisième ballon marqué par un défenseur. Voilà l'Italie qu'on aime. Bah oui, voilà l'Italie qu'on aime exactement, magnifique. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré de la première à la dernière minute. Je me suis encore régalé, comme contre la Belgique. D'ailleurs, le même match, le même score, quasiment la même physionomie de match. Voilà, c'est que du bonheur aujourd'hui. Superio, un scénario incroyable, l'Italie qui mène, qui a beaucoup d'occasions, l'Espagne qui déjoue, l'Italie qui fait déjouer l'Espagne, disons les choses, comme lors de ses glorieuses prestations passées, dans les années 90, je les rappelle souvent. Une Italie au collectif finalement plus rodé, mieux rodé que le collectif espagnol. On s'est fait un petit peu peur en fin de match, mais finalement une Italie assez sereine. Oui, non, après, excepté la dernière demi-heure, voire même, pour être plus exact, les 20 dernières minutes, on a globalement dominé le match et il n'y a pas photo. C'est sans un grand Derea, il y aurait eu un score plus ample. Après, oui, effectivement. Après, on a refait quasiment le même match que contre la Belgique. On a encore donné une leçon tactique à un favori. Oui, la différence c'est que la Belgique était un collectif désorganisé, alors ils semblent monter en puissance, alors que l'Espagne, théoriquement, double champion d'Europe en titre, avec des joueurs du Real et du Barça qui tiennent la dragée haute à toutes les grosses écuries européennes, et cette Italie-là, dépourvue de stars, cette Italie-là, qui est un assemblage de joueurs moyens, finalement, à part quelques-uns, évidemment, Bonucci, Buffon, etc., on les connaît, mais enfin, c'est pas l'Italie des stars des années 2000 ou 90, c'est vraiment une Italie, peut-être la plus faible de son histoire, sur le papier, et qui réussit, Tom, un exploit. Je vais reprendre ce que disait Emia après le match contre la Belgique, il me semble. La star, si on en a une, c'est Kanté. Et alors, Dieu sait que je l'ai beaucoup critiqué. Et j'attendais de voir la confirmation. Je me suis dit peut-être que le match contre la Belgique, c'était un one-shot. Et j'ai eu la confirmation, parce qu'effectivement, c'était la compli conforme du match contre les Belges, à l'exception du fait que les Espagnols sont à mes yeux bien meilleurs et bien supérieurs collectivement et même individuellement aux Belges. Là, Conte leur a donné une leçon. Je sais pas si vous avez vu la conférence d'avant-match. On sent qu'il se passe quelque chose dans cette section. Alors je dis pas qu'on va aller au bout. Il n'y a qu'Emia qui peut éventuellement le dire. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment une âme dans cette équipe qui surpasse les talents individuels, les valeurs sur le papier. Il y a quelque chose d'autre. Il y a une notion de groupe qui n'existe nulle part ailleurs. Pour avoir vu les autres matchs en huitième, c'est peut-être ça qui fait notre vraie force, et ça c'est en grande partie grâce à Kanté. Certainement, et quelle maîtrise tactique justement, ça confirme ce que tu dis. Alors je vais quand même rappeler l'effet de jeu de la première mi-temps dans un premier temps, parce que il y a eu beaucoup d'occasions italiennes. Alors une tête de Pelle sortie par Derea, ça se prononce comme ça à la 8e minute. Ensuite un retourné de Jack Chiellini dévié sur le poteau par Derea 2 minutes plus tard. Une tête de Paloro à côté, et donc le but bien sûr. Une frappe de Jack Chiellini ensuite qui est bien sortie également par Derea à la 45e, donc juste avant la mi-temps. Et surtout l'énorme occasion pour Eder, suite à une belle déviation de Pelle à la 55e qui devait faire mouche, celle-là, là je lui en ai voulu d'ailleurs, et je pense que l'Italie aurait dû se mettre à l'abri plus tôt, mais que d'actions, que d'occasions, l'Italie ne s'est pas contentée de défendre, elle a su se procurer des occasions, Emilia. Et oui, complètement. Et rappelez-vous ce que je vous disais en avant-match, le 3-5-2 de Conte est parfait pour contrer un 4-3-3 comme celui-là. Et ça s'est encore vu dans ce match-là, puisque les ailiers espagnols ont été absolument inexistants, que ce soit Silva, Nolito ou plus tard avec la rentrée de Pedro. Ils ont été complètement inexistants, puisque enfermés entre trois joueurs, donc Barzagli, Florenzi, Parolo d'un côté, Chiellini, Giaccherini, De Sciglio de l'autre. Et enfermés dans ce triangle-là, ils ne peuvent absolument rien faire, ce qui laisse le seul Morata face à Bonucci, et le pauvre Morata, il a eu bien du mal à exister. Donc
Effectivement, défensivement, alors l'Italie a souffert évidemment parce que la qualité individuelle des Espagnols est telle que malgré ses prédispositions tactiques, forcément le danger reste présent. Mais comparé aux autres adversaires des Espagnols, l'Italie a été très peu mise en danger. Donc tactiquement, effectivement, le match a été parfaitement maîtrisé défensivement et offensivement. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Pelé, il a joué numéro 10. Ouais. Et Pelé, c'est simple, à part à partir de la 70e, mais de la tête, il a tout pris. Il a tout mangé. C'était tout ce qui venait, c'était pour lui. Ramos, Piqué, pas existé dans ce domaine-là, c'était impressionnant. Il a distribué le ballon, mais de la tête. J'ai eu peur qu'il prenne un rouge aussi. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est un nouveau concept, je trouve. On se disait, tiens, dans cet Euro, on n'a pas vu grand-chose de nouveau. Là, voir un attaquant jouer en déviation aussi bas, parce qu'un attaquant qui joue en déviation, ça s'est déjà vu, mais aussi bas sur le terrain, on n'a pas vu ça souvent. Et moi, personnellement, j'ai adoré ce match. Et en fait, l'Italie, elle joue pas en 3-5-2. L'Italie, elle joue en 3-6-2. Parce qu'en fait, il y a un milieu de terrain qui est super actif sur le côté, complètement sur le côté, sur le banc. Il est hyper actif et il agit comme un chef d'orchestre. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand il dégage le ballon, oui, je vois de qui tu parles. Non, mais les bras dans tous les sens. Tout le temps, c'est vraiment comme un chef d'orchestre. Il fait le sémaphore, ouais, comme Luis Fernandez à son époque. Ouais, voilà, exactement. Sauf que lui, c'est vraiment, c'est impressionnant, quoi. T'as l'impression que les joueurs obéissent à chacun de ses mouvements. C'est hyper fluide. C'est impressionnant à voir. J'étais bluffé de voir ça. Le cadre de caméra sur les plans larges au Stade de France permettait de voir ça et c'était vraiment hyper intéressant à voir. Bon alors je vais pas rappeler l'effet de jeu de la deuxième mi-temps parce qu'on en parlera avec Buffon qui a dû s'employer bien évidemment, donc lorsqu'on fera les individualités on évoquera tous ces arrêts sous Palio collectivement, donc une belle prestation on l'a dit, et moi ça me rappelle, alors évidemment on me dira c'est avec des bien meilleurs joueurs, mais je ne cesserai de me souvenir de cette Grèce 2004 qui finalement n'impressionnait pas sur le papier. C'est une question de principe en fait, c'est l'idée vraiment au départ sur la feuille de match de ne pas être clinquant, de ne pas être bling bling, mais d'être efficace dans toutes les zones de jeu parce que bien organisé et avec une envie et une forme physique. Là on voit que le repos du troisième match a été précieux, une forme physique vraiment qui nous épate parce que je pensais pas qu'il tiendrait. Alors à la 70e minute ça a commencé à baisser bien sûr, mais je pensais pas qu'il tiendrait si longtemps. Oui, au niveau physique, on voit que le match contre l'Irlande joué avec les remplaçants a été positif et a permis de reposer nos cadres, sauf les deux défenseurs centraux qui avaient joué contre l'Irlande mercredi à Nîmes. Et ça nous a bien aidé, surtout au milieu de terrain. On a vu un Parolo qui a couru énormément, un Florenzi qui est sorti au bout d'une heure 25 de jeu à peu près, si ma mémoire est bonne, et qui a parcouru plus de 10 km, ce qui est énorme. Ils ont tous fait un match. Moi, ce que j'apprécie, c'est cette collectivité, ce sens du sacrifice. Quand un joueur est passé, un autre coéquipier vient l'aider. Et ça, c'est admirable. C'est tout le travail de Conte qui a réussi à faire une équipe compacte, homogène et qui joue les coups à fond. Alors Tom, sentiment global, parce qu'à un moment donné c'est vrai qu'on se prend à rêver maintenant. Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu commences à y croire? Ou est-ce que ton pessimisme légendaire refait surface malgré cette prestation? Le pessimiste commence à s'enlever un peu, même si bon, je ne deviendrai pas non plus optimiste au point de croire en la victoire, parce qu'effectivement vu ce qui nous arrive derrière ça va être aussi du très très lourd. On va en parler tout à l'heure. Oui. Je me dis que tout est possible. C'est vrai que vu que le niveau, les gros, on l'a vu d'ailleurs avec l'Espagne aujourd'hui, les gros ne sont pas non plus immenses et imbattables comme pouvait l'être l'Espagne d'il y a quelques années. Je me dis que c'est jouable. Et il y a un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est que le match fut parfait dans tous les points, c'est-à-dire qu'on avait non seulement l'objectif de gagner, mais aussi de ne pas avoir de blessés et aussi de ne pas avoir suspendu. Le seul suspendu qu'on a, c'est Thiago Motta et c'est plus une bonne chose pour l'Italie. Mais Buffon, Barzagli, Bonucci et Chiellini n'ont pas pris de jaune. Et de mémoire, les cartons jaunes s'annulent pour les quarts de finale. Ça veut dire qu'on a quand même une épée de Damoclès en moins pour le prochain match. Et ça, c'est pas négligeable, parce que face aux petits Espagnols qui sont de très bons dribbleurs, je m'attendais à avoir plus de cartons. Et sur ce point-là, c'est aussi parfait. Bien, très très bonne remarque, effectivement, ça soulage de savoir qu'on pourra compter sur tous nos titulaires, parce que Thiago Motta n'en est pas un et on souhaite pas qu'il devienne, pour les matchs à venir. Emilia, on parle de Buffon, c'est parti. Buffon, que dire, il a été monstrueux parce que c'est au final, si l'Italie gagne ce match, elle le lui doit en très grande partie, parce qu'effectivement en première mi-temps il n'a pas énormément de choses à faire parce que l'Italie globalement domine son sujet, mais dans les moments où l'Italie a un peu flanché, notamment sur la fin de match, il y a eu pas mal d'occasions, je les ai notées, 70e, 75e, 76e, 88e, c'est 4 arrêts,
4 arrêts successifs, ça a été monstrueux. Même 69e, il y en a une aussi. Enfin, c'est énormément d'occasions côté espagnol et il y a rien qui est passé, rien qui est rentré. Il y a eu des sacrés arrêts à faire parce que c'est vrai que bon, De Gea a fait une belle partie de l'autre côté, mais majoritairement on lui a tiré dessus, alors que Buffon il est allé se les chercher les arrêts. Et la frappe de Piqué surtout à la 77e et puis à la 89e face à Piqué une nouvelle fois qui s'est mise en évidence. Donc voilà, alors parce qu'ensuite il y a eu des arrêts comme la volée d'Iniesta, c'était quasiment sur lui, il faut quand même la sortir et puis une sortie au point notamment à la 71e parce qu'en première mi-temps je vois qu'il bloque simplement une frappe écrasée d'Iniesta, donc pas dangereuse à la 28e. Donc c'est surtout comme tu le dis en fin de match et notamment dans les 20 dernières minutes quand l'Italie a baissé le pied physiquement qu'on a vu Buffon, et quel Buffon à 38 ans, il faut le rappeler. Exactement, ouais. Exactement. Et c'est alors c'est marrant parce que là c'était encore des Espagnols qui faisaient ce commentaire là, mais tu vois, moi ça me rappelle pour ceux qui sont les plus francophones d'entre nous. France-Espagne 2006. Non, ça me rappelle en fait, je vais changer de sport. Je regardais un reportage sur l'équipe de France de handball et il y avait un joueur espagnol qui expliquait que la défense française, elle peut être tranquille parce que derrière il y a un mur qui s'appelle Thierry Omeyer pour ceux qui connaissent pas. Et c'est un monstre dans les buts aussi. Et là, c'est la même chose transposée au football, c'est-à-dire que la défense italienne, elle sait que elle va faire le boulot, etc. Et puis quand elle aura un coup de moins bien, de toute façon derrière il y a un mur. Bon. Eh bien, en tout cas, on est très heureux pour notre gardien qui veut continuer jusqu'à la Coupe du Monde 2018. À ce rythme-là, on lui souhaite, on est serein. Ça laissera à Donnarumma le temps de progresser pour prendre la suite. Superio. Que dire, hein, c'est un monument de dinosaure des années 90-2000. Hein. Quand tu vois tout ce qui sort et la concentration, parce qu'en première mi-temps, il n'y a quasiment rien à faire, il te sort les 2 arrêts quand il faut. Sur Piqué, finalement, c'est Piqué qui a été l'Espagnol le plus dangereux, dans tous les sens du terme. Je parle aussi de son tacle qui aurait mérité une expulsion sur Eder, hein, quand on voit qu'il s'essuie et quand on va dessus, Zidane contre l'Arabie Saoudite a pris carton rouge. Prend rouge là-dessus. C'est exactement ce que j'avais en tête avec cette action-là, ouais. Après, que dire que de concentration, de réflexe et surtout ce charisme pour guider les défenseurs, pour motiver ses troupes. Si Conte, le chef d'orchestre, Buffon, c'est son général. Hein. Ouais, effectivement. Tom, alors, tu te rappelles qu'il y a quelques années, Buffon était un petit peu critiqué, un peu remis en question, il y a 2-3 ans me semble-t-il, on disait qu'il dégageait moins bien, qu'il baissait, etc. Certains souhaitaient même Sirigu, ça fait rire aujourd'hui, hein, mais certains souhaitaient Sirigu titulaire à sa place, et finalement il répond présent avec une maestria vraiment sans égale. Ce mec est un génie. C'est un peu, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, c'est un peu le Benjamin Button du football. J'ai l'impression que plus il vieillit, et plus il est bon. Il a 38 ans, t'as l'impression qu'il en a 20. Il a toujours la même âne d'un minot. Mais avec l'expérience en plus, c'est vraiment ce mec-là, il m'épate. Ça fait quand même maintenant quelques années qu'on suit après tous le football et on n'a pas beaucoup le souvenir d'avoir vu des gardiens meilleurs que ce mec-là, d'avoir une aura plus importante que ce mec-là. C'est pas la première fois que je le dis, mais je suis vraiment en admiration devant Buffon. Et évidemment, après, les personnes qui ont voulu le critiquer, c'était peut-être parce qu'il y avait eu un petit bon mois de moins bien chez Buffon. Mais ce mec-là, aujourd'hui, c'est un des 3 meilleurs gardiens au monde et sans hésiter. Mais sans hésiter. Oui, c'est vrai, et puis c'est formidable, et puis surtout un super mec, moi c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire une mentalité vraiment exemplaire, toujours le sourire, toujours un mot sympa pour les adversaires, on sent qu'il se prend pas la tête, on sent qu'il est pas hautain, on sent qu'il est pas méprisant, il pourrait, non c'est pas bien, mais je veux dire certains joueurs comme ça ont une arrogance incroyable quand ils ont atteint les sommets. Il était champion du monde en 2006, Buffon, donc il y a très longtemps, il a gagné un nombre de titres incroyable, donc il y en a certains, pas besoin de citer des noms, on voit à qui on pense, et bien qui aurait tendance à prendre les gens de haut. C'est pas son cas, il est toujours sympa, on sent que c'est le mec bien, quoi, ça fait plaisir, Emilia. Ouais, complètement. Buffon, c'est voilà. Moi, il me rappelle tout simplement. On disait, il n'y a pas eu beaucoup de gardiens de ce niveau-là. Moi, des gardiens qui dégageaient cette aura-là, j'en vois. Alors, trois autres dans l'histoire. Je vois Barthez 98, enfin 98-2000. Je vois Schmeichel 92. Et après, pour ceux qui l'auront connu, moi j'ai vu que des extraits évidemment. Lev Yashin Lev Yashin 63. Ah, Lev Yashin. C'est marrant, on s'est compris ce coup-là. Ouais, évidemment qu'on s'est compris parce que Lev Yashin c'est pareil, c'est un joueur qui était capable, un des gardiens qui était capable de faire gagner son équipe à lui tout seul. Et Buffon là, il nous sauve le match. Si c'est un autre gardien, n'importe quel autre gardien au monde, à part peut-être Neuer, on le perd le match. Emilia, il est l'heure de parler de la défense justement. Alors là, tu peux te faire plaisir. Hein. Bah complètement, on peut se faire plaisir parce que qu'est-ce qu'on a pu les tailler ces joueurs?
On en a fait des émissions sur l'équipe d'Italie. Qu'est-ce qu'on a pu les massacrer, j'ai souvenir d'expressions que j'utilisais, les Juventini qui jouent en chaussettes, etc. Je l'ai dit un nombre de fois incalculable. Mais alors là, Chiellini, il t'a fait un match monstrueux. Je l'ai jamais vu à ce niveau-là. Moi, franchement, je l'ai trouvé phénoménal. Et pareil, les deux autres. Alors Barzagli peut-être un petit peu plus dans le dur physiquement en fin de match. C'est le plus âgé. Voilà, le plus âgé évidemment, mais par contre Bonucci sur certains contres, etc., où il va se projeter, il est quasiment en position de numéro 10, enfin c'est incroyable, et hyper sûr, quoi. Pour moi c'est un des meilleurs gardiens, enfin un des meilleurs défenseurs au monde aujourd'hui, et Chiellini qui fait un match énorme. Je les ai tellement taillés qu'aujourd'hui, mais je m'incline, bravo messieurs, et voilà, félicitations, quoi. Juste ça, il n'y a rien d'autre à dire, ils ont été parfaits, en plus le tout sans prendre de carton, c'est fabuleux. Et Sergio Ramos se souviendra longtemps de Chiellini, parce qu'on rappelle que sur les coups de pied arrêtés, le danger espagnol, c'est Sergio Ramos, qui a été superbement bien pris par notre défenseur Juventino. Donc Monsieur Soupalios va nous proposer son commentaire sur ces 3 défenseurs centraux. Je suis un peu dans le même cas que mon camarade, dans la mesure où je les ai souvent taillés, j'ai souvent rappelé les erreurs de Chiellini depuis la Coupe des Confédérations 2009, si ma mémoire est bonne, mais là, honnêtement, il a fait un match taille patron. Pour moi, c'est son meilleur match en national depuis fort longtemps, et en compétition, c'est depuis l'Euro 2008 que je n'avais pas vu faire un gros match comme ça. Ça en fait un paquet qui se bonifie avec le temps quand même. Oui, il a été monstrueux dans ses interventions, dans son placement. Il a tout bien fait. Barzagli, un petit peu moins, mais ça reste quand même très correct dans l'anticipation. Et Bonucci, que dire, Quand tu vois les relances qu'il fait, le placement, le duel, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'Euro 2016. Ne serait-il pas en train de s'élever au niveau d'un Cannavaro par exemple? La suite nous dira. Après, c'est pas tout à fait le même profil. C'est pas tout à fait le même profil. Cannavaro n'avait pas cette qualité technique sur les relances. Non, c'est vrai, mais en termes d'efficacité défensive, vraiment, je suis moi-même subjugué. Alors le seul ici qui n'a jamais taillé Bonucci, par exemple, eh bien c'est Tom. Donc Tom, on t'écoute, tu peux savourer, tu peux jubiler. Ah oui, parce que vu que je me trompe quand même 9 fois sur 10 depuis le début, au moins sur ça, je l'avais annoncé. C'est la défense de la Juve, ça fait 2 ans qu'elle évolue à un niveau assez exceptionnel. Alors on n'avait pas encore pu le voir, parce qu'effectivement 2 ans, si vous regardez bien, c'était depuis la fin de la Coupe du Monde 2014 jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore pu la voir dans une vraie grande compétition, et on la voit maintenant, parce que je prends l'exemple d'un Bonucci, il a toujours été bon et talentueux, mais depuis 2 ans, il a vraiment franchi, mais pas un, mais au moins 2 paliers, et il est devenu aujourd'hui non seulement un des meilleurs défenseurs de cet Euro, mais aussi un des meilleurs défenseurs en activité, parce il anticipe tout, il comprend le jeu, c'est pas qu'un bourrin comme on peut le lire des fois, j'en ai entendu des belles à son sujet, c'est vraiment un vrai très bon défenseur, dans l'anticipation il est vraiment excellent. Et alors les 2 autres, bon, on va s'attarder sur Chiellini parce que c'était effectivement le seul que je critiquais dans les 3. Et lui aussi, je sais pas ce qui lui arrive. Alors lui, pour le coup, d'habitude, il nous a quand même montré être très mauvais dans les grandes compétitions. Mais alors là, ça fait quelques matchs qu'il est phénoménal. Parce que même si c'était un seul adversaire, on se souvient qu'il avait mis Ibrahimovic dans sa poche contre la Suède. Et là, pareil, il a été phénoménal. Mais personne n'est passé sur un mec comme Chiellini. Et au final, le moins bon, et c'est même dommage de dire ça, c'est Barzagli, alors qu'il a été pourtant très bon lui aussi. Et pourtant, c'est celui qui sort un petit peu du lot négativement, mais c'est vraiment un tout petit peu. Oui, encore, c'est vraiment en cherchant la petite bête, parce qu'il a fait un Exactement. bon match aussi, je veux dire. Bon, très bien, bon, on est ravis, de toute façon, l'Italie retrouve une grande défense, et j'ai toujours dit, moi, que l'Italie ne pouvait pas remporter une grande compétition sans grande défense. Maintenant qu'on l'a, on a très clairement la meilleure défense d'Europe, je crois que ça ne fait plus de doute maintenant. Il va falloir faire en sorte que les attaquants soient peut-être un petit peu plus efficaces devant, et puis que, collectivement, la sauce continue à prendre, après tout. Moi, je me prends à rêver, vraiment, je veux pas faire de plan sur la comète, mais après ça, après avoir tapé le double champion d'Europe en titre, bon, faut éviter la douche froide, évidemment, au tour suivant, mais bon, ça fait plaisir, c'est difficile en tant que supporter de garder la tête froide. On passe au milieu de terrain, Emilia. Alors, milieu de terrain, beaucoup de choses à dire, des choses assez inégales d'ailleurs. De Rossi, évidemment, comme toujours, taille patron au milieu de terrain, c'est pareil, voilà, on a quelques patrons qui sont sur le terrain. Alors bon, défensivement, on en a 4, mais là, il y en a au moins un de plus.
Il est sorti tôt, hein. Il est sorti tôt. Je me demande s'il est pas blessé. J'ai pas fait attention. Bah, j'espère pas, parce que si c'est Mota contre l'Allemagne, on est Voilà. pas barré. Mais non, il est suspendu, Mota. Mota a suspendu contre l'Allemagne, donc il y aura pas de Mota. Donc là, ça va être très compliqué si on n'a ni Mota ni De Rossi pour cause de blessure, ça va être compliqué. Donc après, Parolo, je l'ai trouvé faire un bon match, même si physiquement sur la fin c'était beaucoup plus compliqué. Je trouvais qu'il manquait de lucidité dans ses transmissions de balles, mais sinon il a vraiment fait un bon match. J'aime beaucoup d'ailleurs, c'est pas le seul dans ce cas-là, mais dans l'anticipation défensivement, parfois il allait faire des courses de 20 mètres pour intercepter une passe parce qu'il sentait qu'il pouvait l'avoir. Et ça c'est signe d'un état d'esprit d'une part, mais en même temps d'un très gros engagement. Et après à côté de ça, Giaccherini, je l'ai trouvé. Alors, bon, défensivement intéressant, mais offensivement, c'était un petit peu plus limité. Autant contre la Belgique, il s'en était plutôt bien sorti dans ce secteur-là, notamment avec son but et même sur certaines phases de jeu où il avait été assez lucide. Là, je l'ai trouvé peut-être un peu plus emprunté, même si sa manière de temporiser à la 90e sur le but de Pelé, juste avant de transmettre la balle à Insigne qui fait cette transversale sur Darmian, j'ai trouvé que ça montrait qu'il était justement encore lucide en fin de match. Son activité est très précieuse quand même. Voilà, exactement. C'est formidable ce qu'il fait. Et pourtant, moi aussi je l'ai taillé, Giaccherini. On parle de ceux qui se bonifient avec le temps. Personnellement, je l'ai jamais vu aussi bon. Hein. Ah, j'irais peut-être pas jusqu'à dire ça parce que. Tu l'as déjà vu bon toi avant ? Non. Sur le fait qu'il se bonifie avec le temps, je pense qu'il bénéficie surtout de ce collectif-là. Je suis persuadé que voilà, dans un autre contexte, c'est pas le même joueur. C'est vraiment là, à mon avis, typiquement le genre de joueur qui fait la compète de sa vie, le Toto Schillaci de cette sélection. De Sciglio, j'ai trouvé il alternait un peu plus le bon et le moins bon. Rappelons qu'il prend quand même un jaune, ça fait partie des rares joueurs à en avoir pris un. Et voilà, autant parfois sur certaines prises de balles, sur certaines anticipations, je l'ai trouvé intéressant. Autant il y a des fois où sur son côté, il a quand même pas mal souffert. Bon, on faut dire qu'il avait des clients, hein, mais entre Silva, Fabregas et Juan Fran. Mais c'est vrai que j'ai trouvé peut-être un peu en dessous. Par contre, Florenzi, j'ai adoré. Florenzi, moi, de toute façon, j'adore ce joueur, vraiment, à tous les niveaux. C'est un joueur que vraiment j'apprécie énormément de par ses qualités, sa polyvalence, tout ce qu'il peut apporter, son engagement physique. Et là, vraiment, il nous a fait du Florenzi encore une fois, c'est-à-dire que il a été au four, au moulin et à peu près partout ailleurs. Il a été vraiment extraordinaire sur ce match. Il m'a régalé. Quant aux remplaçants, aux entrants, Mota et Darmian. Alors Mota d'habitude il ralentit le jeu, mais là ça tombait bien puisque il fallait qu'on garde le score, donc parfait, rien à dire. Hein. Moi dans ce rôle-là ça me va. Dommage qu'ils prennent un jaune quand même, un jaune évitable en plus. Il a failli se prendre un rouge d'ailleurs. Voilà. Oui. Après Darmian, que dire, il avait été relativement transparent, puis là il est laissé étonnamment seul à la dernière minute de jeu et il reçoit le ballon, donne le bon ballon qu'ils font donner dans l'intervalle entre les deux défenseurs pour Pelé. À partir de là, une passe décisive, pour moi c'est un match réussi, donc forcément je préfère rester sur cette impression-là, un milieu de terrain très solide et vraiment précieux dans l'activité. Il y avait des cadors en face, donc on les a mangés, c'est en grande partie grâce à eux, effectivement. Exactement. Donc il n'y a pas que la défense, le milieu a répondu plus que présent. Soupe Alio, tu valides ? Oui, je valide, j'ai bien aimé le match des latéraux. De Sciglio, je l'ai trouvé très à l'aise défensivement et très tranchant dans les duels, ce qui est assez rare pour être signalé sur cette saison. Hein, si on prend ces matchs avec le Milan et... il y a que la finale de Coupe d'Italie, Soupe Alio, c'est pas compliqué. Oui, Ouais, voilà. Oui, ça fait un bon match. Donc là, franchement, il a été très bon. Hein. Les latéraux, Florenzi a été aussi conquérant et quelle activité, que de kilomètres parcourus, hein, plus de 10 kilomètres, alors que c'est pas forcément son poste. De Rossi, très bon, j'avoue que j'ai eu très peur quand j'ai vu que Mota rentrait à l'heure de jeu. Cette configuration pour garder le ballon, même s'il aurait dû avoir un carton rouge, c'est toujours pas mal d'avoir pu garder le ballon comme ça. Après, j'aimerais revenir sur Marco Parolo, qui est assez sous-estimé, mais honnêtement, il fait son travail, pas avec beaucoup d'éclat, mais sa présence, son pressing et ses tentatives pour récupérer le ballon font énormément de bien. Hein. Et pour finir, Giaccherini, que j'ai trouvé bon dans la provocation, même si certains dribbles sur ses appuis n'étaient pas forcément bien sentis, mais il a fait vraiment mal aux Espagnols, a bien gardé le ballon et aurait pu marquer un très beau but, hein, sans un grand Derrea, il aurait pu mettre l'un des plus beaux buts de l'Euro.
Oui, alors c'est ça, on a des combattants, hein. On a vraiment des combattants, des joueurs qui sont pas brillants techniquement pour la plupart dans l'entrejeu, mais qui répondent présents, qui harcèlent l'adversaire, qui sont souvent les premiers sur le ballon, c'est-à-dire comme l'adjectif c'est tranchant, tu l'as utilisé à propos de Deschillo, c'est vrai qu'en ce qui le concerne, on n'a pas souvent l'habitude d'utiliser cet adjectif, mais la plupart des joueurs du milieu de terrain, à chaque fois, réussissaient à anticiper, à mieux lire et à être le premier sur le ballon par rapport aux Espagnols qui étaient assez passifs, donc c'est vrai que c'était intéressant à voir, mais moi quand je vois ça, je ne peux pas m'en empêcher, alors ça fait bizarre de dire ça après une victoire évidemment, surtout une victoire aussi spectaculaire, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Abaté qui aurait largement sa place dans ce collectif là, parce que les qualités qu'on cite et qu'on loue chez ces joueurs italiens, bah, ce sont les qualités abatesques, donc je rêverais, pas forcément titulaire, hein, mais au moins dans les 23 qu'il y soit, hein, je déplore ça. Soupalio veut réagir. Oui, je voulais rajouter une chose, on n'a pas senti l'absence de Candreva, qui était l'un de nos très bons joueurs sur les deux matchs. Là, on l'a quasiment pas senti avec le jeu sur les côtés. Florenzi, dans un profil différent, avec une qualité de centre moindre, a largement compensé. Là, donc, Conte a encore réussi son coup tactique en choisissant ses latéraux. Et pensez-vous qu'Andreva soit récupérable pour samedi? Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas récupérable. Bon. Déjà, il aurait enfin, il y avait des doutes sur le fait qu'il participe ou pas aujourd'hui, donc je pense que d'ici samedi, ça devrait le faire. Donc on aura peut-être un joueur frais et performant contre l'Allemagne, c'est une bonne nouvelle. Tom? Alors, je rebondis sur ce que tu disais, MJ. Effectivement, on n'a pas beaucoup de milieux techniques. Par contre, tactiquement, ils sont vraiment au point, et je pense qu'ils sont surtout très assidus à ce que leur demande Conte. Parce que quand tu dis qu'ils sont toujours là dans l'anticipation et tout, c'est parce qu'à mon avis, ils doivent se bouffer des plans de jeu, de la tactique, de la vidéo à gogo tous les jours de l'entraînement. Et ça doit marcher parce que c'est pas possible que ces mecs-là qu'on plombe tout le long de l'année parce qu'ils sont pas bons avec leur club pour beaucoup d'entre eux, hormis Candreva et Florenzi, et ils deviennent soudainement bons. Je prends l'exemple de Deschillo parce qu'on a l'habitude de le voir. J'ai jamais vu Deschillo aussi bien défendre depuis très 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 longtemps. D'habitude, le tacle qu'il fait, je crois que c'est sur Juan Fran, il le fait au Milan, je pense qu'il prend un carton rouge et 4 matchs de suspension parce qu'il lui brise la cheville. Là, il fait un bon tacle. C'est des détails comme ça, c'est qu'on a l'impression que ces mecs-là, ils sont transcendés par ce que leur demande Conte. Et c'est différent. Alors je pense aussi à De Rossi qui a fait une saison assez moyenne, même s'il est bien revenu sur la fin. Là, le De Rossi de la première mi-temps, je l'avais rarement vu comme ça depuis plusieurs années. Depuis l'Euro 2012. Franchement, j'allais dire 3-4 ans, mais donc ouais, ça doit être ça à peu près. Et alors, je pense que c'est plus physique, parce qu'il tirait la langue quand il est sorti, donc je pense pas que ce soit une blessure, mais par contre, ouais, là, parce que la première mi-temps, il était au four au moulin, il était parfait. Alors je sais qu'Emilia n'aime pas Mourinho, mais ce que tu me dis là sur l'entraîneur qui parvient à obtenir de ses joueurs des choses qu'on voit pas d'habitude, ben ça me rappelle effectivement José Mourinho qui pouvait faire défendre des attaquants, y compris des attaquants un peu starlet, tu vois, et qui obtenait par exemple d'un Samuel Eto'o qui joua ailier gauche, et avec quel brio, puisqu'il a gagné des Ligues des Champions comme ça. Donc ça me rappelle un peu ça, je laisse finir Tom. Oui, c'est exactement ça, c'est quoi, il y a des joueurs que je ne reconnais pas si on fait la comparaison entre club et sélection. Et par exemple, ouais, pareil, Parolo, c'est assez impressionnant parce que c'est quelqu'un qui a raté sa saison, lui, pour le coup. Et là, pareil, il est exactement là où il faut, quand il faut, et il fait exactement les choses qu'il faut. Même si, ouais, c'est pas le mec le plus technique de l'univers, et ça le sera jamais. Et Giaccherini, t'as l'impression que c'est un cannibale à la recherche d'un morceau de viande, parce qu'il ne fait que presser, courir tout le temps. Quand c'était pas Eder qui venait presser le ballon, quand c'était De Gea qui l'avait, c'était Giaccherini. Et il a fait ça pendant 90 minutes. Et ça rappelle Gattuso. C'est impressionnant. Lui aussi, je le reconnais pas. Je me dis mais pourquoi il fait ça, pourquoi il le fait pas tout le temps, pourquoi ça. Et la seule raison que j'aimais, même si je fais que le supposer, c'est que c'est Conte qui leur fait faire ça, quoi. Bien entendu. Emilia, une réaction, j'imagine, par rapport à Mourinho, puis sur l'attaque ensuite, hein, puisque c'est ton tour. Et voilà, effectivement, tu t'en doutais, puisque par rapport à Mourinho, là, effectivement, c'est plus ou moins la même chose, cette différence près, que Mourinho met un état d'esprit dégueulasse dans la tête de ses joueurs, alors qu'Antonio Conte, il leur donne l'agressivité, mais dans le bon sens du terme. Et là, la nuance est de taille. Donc ça, c'est quand même important. C'est quand même très important. Après, bon, les mecs, on vient quand même de comparer Giaccherini à Gattuso. Va falloir quand même se calmer. On va finir par dire que Pellé, justement, c'est pas Pellé. Emilia, c'est par rapport à l'activité incroyable qui impressionne Tom, qui m'impressionne moi et toi aussi, j'imagine. C'est vrai que le fait de courir partout après le morceau de viande, bah ça rappelle un peu Gattuso, qui était un peu comme ça, sauf que lui, il était tout le temps.
C'est ça, espérons que pour le prochain match, Giaccherini nous rappellera pas un autre joueur qui courait partout, mais lui, dans tous les sens et n'importe comment, à savoir Flamini. Mais bon, c'est Ou Boateng. ou Boateng, ça marche aussi, ou peut-être même Moutari, ça doit marcher aussi. Bon, bref. Ah mais il y en a quelques-uns comme ça. Ah, Allez il y en a Mia sur l'attaque. qui les a collectionnés. Alors sur l'attaque, évidemment, donc Eder. Alors Eder, il bouffe la feuille quand même. Sur Ouais. ce coup-là, il a bouffé la feuille. À sur son- 55e, oui. C'est ça. Pour moi, il bouffe la feuille. Par contre, euh, c'est très dur de les juger en fait individuellement ces joueurs-là parce que ils ont un rôle qui est tellement complémentaire. Moi, j'ai presque envie de les juger uniquement par leurs prestations collectives et l'entente entre les deux joueurs, elle est parfaite. Mm. Le jeu de Eder par rapport à Pelé, sa manière de lui tourner autour, Pelé, sa manière de décrocher pour tenir la balle, pour ensuite jouer en déviation, etc., que ce soit de la tête ou dans les pieds. Il a un jeu de haut but qui est hyper précieux en plus. Pour moi, leur rôle est extrêmement complémentaire et j'adore autant les joueurs individuellement, ils me font pas rêver, mais la complémentarité entre les deux est exceptionnelle et c'est là toute la patte Conte. Et moi, je me régale. Et après, effectivement, quand tu fais rentrer Insigne à la 80e, tu sens que ça y est, ça peut partir dans tous les sens. Et d'ailleurs, Insigne, c'est lui qui, avec sa fraîcheur, a la lucidité de renverser le jeu à la dernière minute pour le 2-0. Donc, franchement, au niveau de l'attaque, effectivement, c'est pas Bobo Vieri, c'est pas Inzaghi, c'est pas ces joueurs-là. Non, non, pas du tout. Même si je retiens quand même, je crois que c'est avant Italie-Irlande que Vieri avait dit de Pelé que selon lui, c'est l'attaquant parfait. Il l'a dit. Véridique, il l'a dit, je l'avais noté. Vous chercherez, Vieri a dit de Pelé que c'était l'attaquant parfait. Alors je sais pas si c'est le cas, mais moralité, Pelé c'est quand même 15 matchs, 7 buts en sélection. Pas mal comme ratio. Ben en tout cas, c'est certainement son meilleur match de la compétition, parce que ce qu'il a fait cet après-midi, je l'avais pas encore vu faire depuis le début, ou alors moins bien. Donc là, c'était régulier, c'était performant tout le temps. Alors en plus, c'est vrai qu'il y a eu, comment dire, il a été là physiquement, dans le sens où il a opposé réellement aux Espagnols un défi physique important, hein, quitte à se prendre des cartons et limite à friser le rouge. Donc il était très dynamique et très entreprenant, et ça a été précieux pour ensuite, avec son jeu de déviation, servir Eder, que je porte pas spécialement dans mon cœur, mais qui m'impressionne, je dois bien le dire, parce que moi qui souhaitais Insigne titulaire, je commence à comprendre pourquoi Insigne n'est que remplaçant. C'est pas qu'Insigne est moins bon qu'Eder, c'est qu'Eder est plus fort physiquement, peut-être moins techniquement, et du coup use les défenses pour permettre ensuite à Insigne de montrer sa patte à partir de la 80e minute. Donc ça se tient, c'est cohérent, et je comprends un petit peu mieux les positions de Conte. Cela dit, il va pas falloir qu'Eder en vendange beaucoup comme ça contre l'Allemagne. Superio. Et au moment où il a vendangé, les spectres de la finale de l'Euro 2000 me sont venus en tête. J'avais peur que ça soit Del Piero. un tournant du match, oui, Del Piero. D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, Pelé, en marquant 2 buts à 7 euros, a fait mieux que Del Piero sur 4 euros disputés avec la squadra. Et cette compétition en tout. Ouais, ses fans vont pas être contents, mais c'est vrai. Oui, il faut dire ce qui est. Hein. Après, sur ce match-là, Eder a fait beaucoup de mal aux Espagnols par ses appels, ses percussions, balle au pied. Certes, il loupe une grosse occasion, mais j'ai un souvenir aussi qu'en pleine surface italienne, c'est lui qui vient enlever le ballon à un attaquant espagnol. Donc, pour dire au niveau de son repli, tout ce qu'il a fait. Et Pelé, que dire, 7 buts en 16 sélections, on était sceptique, mais quand on voit son jeu de haut but, la manière dont il aide l'équipe à remonter le terrain et le ballon, on voit qu'il fait un travail pour l'équipe et il met un but qui est similaire au but qu'il avait mis contre la Belgique il y a 2 semaines. Et sur ce match, je me suis dit, Prandelli, quel idiot de ne pas l'avoir testé Pelé au moins une fois pendant les 2 dernières années de son mandat. Ouais, oui c'est vrai, effectivement, Prandelli qui ne nous laissera pas un énorme souvenir à part quelques belles prestations, mais belles sur le plan commercial plus que dans l'efficacité, à l'Euro 2012. Emilia, une petite précision? Ouais, simplement un truc, tu disais, est-ce qu'on a déjà vu un match de Pelé aussi bon dans tout cet Euro? Moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a jamais vu un match de Pelé aussi bon dans toute sa carrière? Même sans parler de la sélection, parce que moi je suis un petit peu la Première Ligue, etc. Je l'ai jamais vu faire un match comme ça, jamais. Et cet attaquant-là, avant, on en entendait très peu parler. Pour moi, c'est le meilleur match de sa carrière. Il a été monstrueux. Superio veut préciser sur Insigne maintenant. T'inquiète pas Tom, tu vas parler aussi. Hein. Insigne est rentré, on attendait son entrée en jeu pour faire du mal aux Espagnols et il a contribué à cela avec des dribbles bien sentis, une frappe qui est un peu sur Derrea et surtout cette transversale qui amène le deuxième but. Donc il a bien rempli son rôle de joker. Tom.
Pas grand-chose à rajouter. Les deux titulaires m'ont vraiment convaincu. Je rejoins Emilia sur Pelé, il a vraiment été excellent. Alors une petite stat quand même, donc il met 7 buts donc en 15 sélections. Et ça fait de mémoire uniquement 2 ans qu'il est en sélection. Il faut savoir qu'en Italie, on n'a quand même pas de très très grands buteurs historiques. Parce que je prends les derniers, Del Piero il en a mis 27 mais en 13 ans. Inzaghi 25 en 10 ans. Et Vieri 23 en 8 ans. Lui il en est à 7 en 2 ans. C'est quand même un assez bon ratio. Alors je ne dis pas évidemment pas que Pelé vaut ces joueurs-là, mais en revanche en termes de ratio, et à partir du moment où c'est ce qu'on demande à l'attaquant, c'est de marquer, il a un très très bon ratio, il faut quand même le souligner. Avec nous, il a très rarement déçu. En tout cas, que ce soit en phase de qualification, dans les matchs amicaux, ou dans cet Euro, où mine de rien, il est quand même déjà à 2 buts, et 2 belles prestations, parce que même si la Belgique, il avait un peu vendangé, il fait quand même relativement un bon Euro. Alors Eder, ça c'est la surprise du chef parce que lui c'est peut-être un des joueurs que j'ai le plus critiqué depuis le début et même avant l'Euro. Et effectivement, un peu comme toi MJ, je comprends maintenant pourquoi il joue, pourquoi lui titulaire et pourquoi pas Insigné. Parce qu'ils ont, plus que le coffre et tout, ils ont surtout une entente avec Pelé qui est vraiment parfaite. Je pense qu'on peut difficilement trouver mieux comme entente entre ces deux-là. Et il se trouve que, enfin, moi je suis bluffé par cette entente-là. Pas forcément par Eder individuellement, mais dans ce duo-là, je le trouve très complémentaire. Oui, quand même, il y a, ouais. Exactement, voilà. Et le seul micro-défaut que je peux trouver à Eder, c'est effectivement ce face-à-face raté. Parce qu'autant les premiers arrêts de De Gea, il a dû aller sortir, autant le face-à-face d'Eder, il lui tire quand même dans le bide. Donc ça, c'était le petit bémol. Mais attention, Alors- parce que si on se qualifie pas, on lui en veut à mort. Hein. Ah, Donc, évidemment. ouais, Donc attention là, à tant samedi mieux. soir. Hein. Exactement, tant mieux. Et Insigné, quelle rentrée. Il joue pas beaucoup, il a donc fait un quart d'heure contre l'Irlande avec l'équipe B le mercredi dernier, si je ne dis pas de bêtises. Là, il rentre, je sais pas, 20-25 minutes, je n'ai pas regardé exactement. Et il fait quasiment que des bonnes choses. Sur une ouverture de Bonucci, il l'efface avec une facilité déconcertante piquée. Et après, bon, il tire un peu dans l'axe, mais tu sens qu'il a apporté du peps et tout. Et sa transversale sur Darmian, elle est parfaite. Tu mets un Immobilier à la place d'Insigné, la transversale, elle arrive dans le stade, voire en dehors. Donc, Ouais. beau coaching et belle rentrée d'Insigné. Et ça peut être le Soulcher de l'Italie lors de matchs au coup près. Donc on est dedans là, hein, donc contre l'Allemagne, peut-être le faire entrer. Moi je le vois bien marquer un but décisif dans les matchs qui viennent, dans les jours qui viennent. On passe justement à ce quart de finale qui nous attend samedi soir. On va faire l'avant-match rapide puisque finalement on sait que l'équipe bougera pas trop. C'est ça qui est bien avec Conte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à hésiter sur la composition. Il y aura peu de changements de toute façon, à part peut-être le retour de Candreva et éventuellement une petite discussion sur le côté gauche, le retour de Darmian, on verra bien. Emilia, l'Allemagne c'est pas l'Espagne, c'est moins spectaculaire mais mieux en place tactiquement, plus sérieux. Comment faudra-t-il aborder ce match? Alors, c'est juste une petite précision, juste avant d'attaquer cet avant-match. L'Italie, en moyenne, sur tous ses matchs à l'Euro, a couru environ 110 km par match collectivement. La deuxième équipe, c'est l'Espagne avec 106 km. Et après, les autres tournent autour de 100-103 km. À l'échelle d'une équipe, c'est énorme. C'est monstrueux. On se rend pas compte à quel point c'est énorme, mais c'est phénoménal. Avec la moyenne Comme d'âge la plus âgée. Hein. Exactement. Donc attention évidemment à la fraîcheur physique. Il va falloir mettre les joueurs dans la glace d'ici l'Allemagne, parce que l'Allemagne, j'ai vu le match, c'est quand même très costaud. Maintenant, l'Allemagne a un défaut, c'est qu'ils ont un manque d'efficacité devant en ce moment. Ils ont du mal avec leurs attaquants. Alors même si là, ils ont battu une très faible équipe de Slovaquie, ils les ont battus quand même 3-0 de mémoire. Donc oui. Ça reste costaud, évidemment, ça reste l'Allemagne, hein, mais bon, des matchs faciles à ce stade de la compétition, il y en a plus, faut pas rêver. Seulement, une équipe qui a ce petit défaut-là face à cette défense regroupée, etc., pourquoi pas. Et puis là, cette fois, pour ceux qui aiment la palette et la tactique, 4-2-3-1 face à 3-5-2, c'est pareil, hein, normalement, ça doit dérouler. Donc, je suis peut-être presque moins confiant par rapport à ce match-là. Moi, je me faisais une réflexion, je me suis dit, tu vois, pendant que les Italiens allaient moins bien, là, je me suis dit, si l'Espagne gagne ce match, l'Allemagne est championne d'Europe. Et je suis pas loin de penser que si l'Italie arrive à se sortir du match contre l'Allemagne avec une victoire, l'Italie peut envisager le titre
très sereinement parce que Attention, je vois on n'a pas pas une encore équipe. rencontré Payet et Evra. Ouais, Surtout, hein. ouais, non, C'est t'en surtout rigoles ou Evra, quoi? moi, qui me fait peur, j'avoue. Mais Ah non, mais ce que il me tu fait, dis- il me fait rire, Evra. Il me fait beaucoup rire, sachant qu'attends, Rami est suspendu. Toute la France a peur. Rami est Non, mais je veux suspendu. pas provoquer de T'imagines? digression. Non, Méfions-nous non, quand mais même voilà. des équipes qui montent en puissance au fil des matchs et surtout poussées par un Bien, public. bien, On va pas bien sûr, anticiper mais parce bon, qu'on est tous sauf qualifiés, on va rester prudent. Ce qui est c'est bien ça. quand même sous Palio, c'est que le fait de rencontrer l'Allemagne, eh ben ça fait que l'Italie pourra pas commettre le péché d'orgueil habituel quand on a battu un gros en Ouais. huitième de finale. C'est-à-dire que là on est Et forcément encore plus gros. concentré de nouveau parce qu'en face c'est le champion du monde en titre. Alors c'est vrai qu'historiquement on est bon face aux Allemands en compétition puisqu'on les bat quasiment à chaque fois. Ils n'arrivent Oui, pas à mais nous faire déjouer, mais il faudrait pas non plus qu'on s'appuie sur l'histoire uniquement pour eh bien nous motiver pour ce samedi-là. Comment sens-tu cette nouvelle écueil qui se pose à nous? Déjà, on peut être très content d'être dans les 8 meilleurs. C'est déjà un euro réussi pour nous. oui. Personne ne nous attendait d'être dans les 8 premiers en battant la Belgique et l'Espagne, en sortant du groupe de la mort. C'est déjà un exploit. Après, poursuivons le rêve, hein. Mais ne pas trop s'abriter derrière la tradition positive face aux Allemands. On l'a vu lors du récent match amical disputé au mois de mars. On a pris un 4-1. Bon, certes, c'était dans un 3-4-3 avec Montolivo et Thiago Motta au milieu de terrain. Ah, dès que ça Mais va pas, j'ai bien compris qu'il y avait Montolivo. Hein. Et Mota. et Motta, oui. Mais pourquoi pas? Après, moi, cette situation me fait penser à 82. Hein. On était tombé dans un deuxième groupe, parce que c'était une deuxième phase de poule, et non pas des quarts et des demi-finales à l'époque. On avait affronté l'Argentine et Brésil. le Brésil, avant de tomber sur la Pologne de Boniek en demi-finale. Et Le l'Allemagne Brésil en de Brésil, Zico et 80. Socrates. Hein. Brésil de 82, il est monstrueux. Hein. Il est monstrueux, mais le match de l'Italie contre le Brésil est un exemple de contre-attaque Ouais. foudroyante avec un joueur phénoménal, assez mésestimé, sauf pour les connaisseurs, Bruno Conti. Ah bah c'est pas mésestimé du tout, c'est une légende italienne Bruno Conti. Mésestimé, je parlais en général par les Européens, à part en Italie. Parce qu'en France, tu parles de Bruno Conti, on serait capable de te dire que Payet a un Bruno Conti dans chaque orteil. Hein. D'accord, d'accord. Non mais en France, oui, effectivement. Ouais. Bon, enfin toi, si tu devais pronostiquer, alors vas-y, lance-toi. Je ne sais pas, mais il n'y aura pas 4-1. Moi, ce qui me fait peur, c'est toute la dépense d'énergie physique accumulée aujourd'hui depuis le début du tournoi. Il faudra bien récupérer. On a un jour. Il y a en quasiment moins. une semaine quand même. Oui, mais il y a quand même un jour en moins pour récupérer. Après, on va jouer crânement notre chance. On peut faire un pronostic. J'espère, bien sûr, comme vous, une victoire. Hein. Bah c'est vrai qu'avec les stats donnés par Emilia, les kilomètres parcourus, ça fait peur face aux Allemands qui sont toujours physiquement très impressionnants. Tom, quelle est ton opinion à l'approche d'un match qui s'annonce vraiment passionnant, au moins autant que celui de cet après-midi? Ah, c'est le choc européen par excellence. C'est quand même donc les deux sélections avec le plus gros palmarès. C'est les deux sélections européennes qui ont 4 Coupes du Monde. C'est le choc historique. Même si l'Italie est ce qu'elle est, avec moins de talent, on nous le répète assez, ça reste l'Allemagne, ça reste un vrai choc. Alors effectivement, faut pas se rabattre sur le passé historique, même si on a tendance à se dire les Allemands vont y penser forcément, parce que on se souvient qu'on avait déjà dit ça en 2012. Et l'Allemagne était déjà ultra favorite, je sais pas si vous vous souvenez. Ah, Avec, si, mais même en 2006 à domicile, hein, tout le monde voilà, les annonçait vainqueurs. Hein. oui, mais en 2012, parce on nous disait déjà, avec des joueurs un peu moyens, avec peu de talent, vieux, avec une équipe qui avait fait les pénaltys contre l'Angleterre, qui avait déjà 1 ou 2 jours de moins de récupération face aux Allemands, on nous donnait déjà perdant en avance, et au final, on a vu ce qui s'était passé. Alors, je ne dis pas que ça va se passer comme ça. Les Allemands vont forcément y penser au passif entre l'Italie et l'Allemagne, parce que voilà, forcément, ils se souviennent des défaites de 2006 ou de 2012. Il y a un coup à jouer. Ça va être très difficile. Après, on a quand même un certain laps de temps avant de rejouer. On a un bon temps pour récupérer. C'est jouable. C'est difficile de faire un pronostic, je pense. Bon, messieurs, on passe au mot de la fin. Alors vous pourrez préciser, développer évidemment tout ce que vous avez envie de dire sur l'Allemagne ou sur autre chose. C'est très libre, les mots de la fin, vous le savez. Emilia, c'est à toi. On a montré que l'Italie, ce n'était pas seulement le catenaccio. Le plus beau complément, c'est Xavi qui nous l'a fait. Xavi, un Barcelonais qui n'a pas la même culture footballistique que nous. Il a dit que cette Italie était à mi-chemin entre le Barça et l'Atlético, et ça prouve qu'il connaît un peu le football. Antonio Conte, après le match Italie-Espagne. Oui, j'ai lu cette déclaration, effectivement, ça m'a fait plaisir, et Xavi est un fin analyste du football, donc de sa part, dans sa bouche, c'est toujours plaisant à entendre. Soupalio. J'ai envie de dire continuez le rêve, hein, poursuivez ce rêve.
qu'on a entamé, personne ne les donnait vivants au début de l'Euro. Et là, une progression, un jeu, certes, qui est peut-être moins élaboré, sûrement moins élaboré que s'il y avait eu Marquisio ou Verratti au milieu de terrain, mais une squadra qui fait avec ses moyens, qui joue avec du cœur, de la passion et de l'intelligence. Et ça, franchement, ça vaut tous les matchs du monde. Et avec les encouragements de Roman en arrière-plan. Tom, Alors, moi, c'est une réflexion que je me pose depuis le début de la compétition et notamment sur les matchs de Italie. Alors, je sais pas si vous regardez sur beIN, TF1 ou M6. Là, j'ai regardé le match sur TF1 et j'ai écouté les commentateurs. Et je trouve que sur cette compétition, on dit beaucoup de bien de l'Italie, alors que Oui. ça nous change par rapport aux autres années. ça où change on d'Haribar. Voilà, Oh. voilà, exactement. Oh. Même d'autres où on De nous Dugarry. balançait des vacheries habituelles De sur Giroud, sur le KTH au joueur. Il y en a plein. Là. Giroud, on y reviendra, tiens, si tu veux. de je t'en Pierre parle. Ménès. Oui, bah, par exemple, là, il y en a plein, il y en a des dizaines, tu peux en citer un wagon. Mais d'une manière générale, je trouvais qu'on nous critiquait beaucoup. Alors après la Coupe du Monde 2006, c'était une horreur. Et là, je sais pas pour quelle raison, si c'est les joueurs, si c'est le fait qu'il l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, qui a un style un peu similaire et qui a enchanté bon nombre de consultants et de commentateurs. Je ne sais pas, je me pose la question, mais en tout cas, je constate que il y a beaucoup de commentaires élogieux et positifs sur l'Italie, et c'est vrai que c'est assez plaisant à entendre parce que ça nous change. Emilia, une petite précision sur Giroud. Oui, tout simplement, il intervenait sur l'équipe à la mi-temps et il disait tout simplement beaucoup de bien de l'Italie et beaucoup de mal de l'Espagne. Et pour moi, je vois une raison particulière. Pour moi, il y a un virage, c'est Cesare Prandelli. Parce que Prandelli, avec son jeu qu'on a pu critiquer, etc., sur son côté peut-être un peu trop romantique, a essayé Ouais. d'aller contre nature, Avec moi n'empêche le qu'il a premier, oui. il a séduit tout le monde. Et depuis qu'il a pris les rênes de la sélection, et ben, depuis les regards ont changé. Et après la finale évidemment de Ligue des Champions de la Juve, ce qu'a fait de l'Atlético également, tout ça a fait évoluer les mentalités. Puis je pense qu'il y a un ras-le-bol aussi du jeu à la barcelonaise et du tiki-taka, genre on joue à la baballe. Donc évidemment tout ça combiné fait que l'Italie a bien meilleure presse aujourd'hui effectivement, et beaucoup de consultants qui pouvaient critiquer l'Italie avant le font déjà beaucoup moins, même s'il y a encore quelques gros irréductibles. Franck Leboeuf. Non, et puis bon, il y a le fait aussi qu'on les attendait pas, c'est-à-dire que c'est une surprise, Bien c'est sûr. toujours intéressant avec un effectif moyen de voir une équipe qui réussit, comme on l'a dit depuis le début de l'émission et depuis le début de la compétition, très d'ailleurs, qui français. réussit à se sublimer. C'est quand même quelque chose. Ça, l'Italie était inattendue. Bon bah nous sommes ravis, et tant mieux si les observateurs du football européen pensent la même chose que nous. Donc on se donne rendez-vous, ça c'est sûr, samedi soir, on sera là. On espère chanter, on espère une victoire. Tom fait chauffer la voix, bien évidemment. Évidemment. Donc après le match contre l'Allemagne, eh bien on va essayer d'y croire. On y croyait peu avant l'Espagne, maintenant on essaye d'y croire un peu plus. Avec une équipe qui sera vraisemblablement la même. En tout cas, Casa Milan, ça ne change pas, ça répond présent à tous les rendez-vous de la Nationale. Et donc rendez-vous samedi soir. Salut! Ciao, ciao. Salut à tous.